Retrouvez votre émission Au Passage des Artistes sur Arsène Radio. Arsène Radio. Tous les jours, du lundi au vendredi à 19h30. Ne manquez pas vos artistes préférés dans l'émission Au Passage des Artistes sur Arsène Radio. Arsène Radio. Vous écoutez Arsène Radio, la radio qui aime les artistes. Au Passage des Artistes. Elliot Génicaud, bonjour. Bonjour Thierry. Très heureux de vous accueillir au Passage des Artistes. Oui. Les fous ne sont plus ce qu'ils étaient, c'est le titre de votre spectacle. C'est comme on dit un seul en scène au Théâtre de Passy. On va s'arrêter d'ailleurs 30 secondes sur ce Théâtre de Passy parce que c'est une nouvelle salle, une nouvelle petite salle très belle, toute neuve, rue de Passy dans le 16e arrondissement. Qu'est-ce que ça fait d'ailleurs de jouer dans une petite salle toute neuve comme ça ? Disons que c'est toujours très particulier d'être à l'ouverture d'un lieu parce qu'on se dit, tiens, est-ce que le public va venir ? Est-ce que le temps que les gens connaissent cet endroit ? Et moi, j'ai été séduit par cet endroit, justement par cette intimité. Et puis, il est très... Il est très cosy, il est très coquet, il est très mignon, il est très beau. C'est vrai, je pense que tu as eu l'occasion de le bien voir. sûr, ouais. Et puis, évidemment, c'est toujours un challenge, on le sait, mais il faut jouer le jeu. Et parce que durant cette époque, ouvrir un théâtre, je trouve ça absolument fabuleux, presque héroïque. C'est un défi. C'est un défi. C'est un défi. La scène est petite, ce qui vous permet d'être assez proche du public, même de l'interpeller une ou deux fois comme ça au tout début, quoi. Mais disons que par le décor, la scène, elle n'est pas très grande, mais il y a quand même une certaine ouverture. Hein. On peut vivre durant ce spectacle de façon très agréable. C'est vrai que la profondeur n'est pas exceptionnelle, mais ce décor, hein, justement, donne cette illusion, justement, qui a peut-être plus de profondeur. Alors, mais ça va, je m'y sens bien. Sens bien. Oui, et ça se voit. Et je m'y circule bien. Voilà, je me sens assez heureux sur cette scène. Voilà. Alors, les fous ne sont plus ce qu'ils étaient. Est-ce que les fous ne sont pas des génies, finalement, parmi lesquels Raymond DeVos, auquel vous rendez hommage tout au long du spectacle, c'est ça ? Oui, disons qu'au départ, il y a eu une sélection de textes de Raymond DeVos qui ont été choisis. En fait, ce spectacle, il a une jolie histoire. Il a commencé par une lecture. Quand j'étais à la Comédie Française, il fallait rendre on me proposait, il ne fallait pas, on me proposait de rendre hommage à un auteur. Et j'étais parti sur Raymond DeVos justement rendre hommage à l'auteur et non pas à l'homme de music-hall. Donc, j'ai fait une sélection de textes. Il y a eu une lecture qui s'est très très bien passée. 1 an et demi ou 2 ans plus tard, on m'a proposé de jouer, d'adapter cette lecture sur scène au Studio Théâtre pendant 2 semaines. Ensuite, il est resté pendant près d'1 an dans les tiroirs. J'ai fait quelques dates de tournée. Et quand je suis parti de la Comédie Française, avec ma complice et metteur en scène Laurence Fabre, on s'est dit, on va reprendre ce spectacle, on va garder le titre, on va jeter la moitié des textes, on va en sélectionner d'autres, et justement, on va tourner autour de cette folie. Que représente la folie pour toi, et aussi me raconter à travers ces textes. Parce que c'est toujours très intéressant d'aller chercher des mots qui vous racontent. Oui. Si on joue un personnage classique, Hamlet ou Don Juan, ce qui est intéressant, c'est d'aller chercher son Don Juan, son Roméo. Et à travers les textes de Raymond DeVos, je me raconte beaucoup. Alors ça, c'est très bien ce que vous dites, parce que les mots qu'écrivait Raymond DeVos le racontaient, c'est-à-dire il racontait la vie, l'histoire d'un clown, parce que c'était un clown phénoménal. Bien sûr. Vous avez débuté en tant que clown, en tant que mime. Exactement. Et vous faites la différence entre comédien et clown, sauf qu'un clown, c'est forcément un comédien. Évidemment, le comédien est au service du clown et le clown est au service du comédien. En fait, il faut voir son clown. Quand on dit qu'il faut développer son clown, travailler son clown, c'est une partie de soi. C'est-à-dire qu'on met en avant une partie de soi. Quand on joue un personnage tragique, c'est identique. On se nourrit de ce que l'on est. On va chercher en soi pour pouvoir, en tout cas, interpréter un personnage avec originalité et puis surtout avec beaucoup de réalité. Être juste dans ce que l'on joue. Et donc, Raymond DeVos avait, lui, ce côté très musical, il en faisait parfois peut-être un peu trop dans son interprétation, il aimait grossir le trait, et moi ce qui m'intéressait, et c'est ce qu'on a travaillé avec Laurence, c'est justement de rendre ça plus juste, plus intime, plus personnel, et non pas être dans une extravagance,
mais dans une intimité par moment, ce qui n'empêche pas d'avoir des personnages qui viennent tout au long du spectacle me rendre visite également. Alors, au mot près, vous reprenez tout ou partie des textes très célèbres qu'on connaît tous de Raymond DeVos. Oui. Lesquels? Quels sont les textes les plus célèbres? Il y a Le Chien, je crois que j'ai vu sur Alors, scène. Mon chien, c'est quelqu'un est un texte qui est ouais. plutôt très populaire. Il y a aussi Parler pour ne rien dire, dont on a fait une espèce de petite adaptation. On ne l'a pas pris dans son entièreté. Ensuite, il y a Le virus du tueur, qui est un peu connu, Le narcissisme. Et après, il y a d'autres textes moins connus, comme Je me suis fait tout seul, il y a toujours quelqu'un derrière, La protection des espaces vides, où justement il parle du mime, parce qu'en fait, Raymond DeVos a commencé par le mime. Tout à fait. C'est-à-dire que c'est un acteur corporel, comme je le raconte dans le spectacle, et ensuite il est venu au mot plus tard. Et moi, j'ai un parcours un peu identique. Donc j'ai commencé par faire du spectacle de rue. J'ai voyagé dans des univers artistiques très différents. Je suis allé dans le cirque, le musical, le café-théâtre, le théâtre, la comédie française pendant 8 ans. Et ensuite, la vie qu'il va être devant moi. Maintenant, ma vie artistique qui va continuer. Ouais. Et donc, il y avait cette proximité, il y a eu une rencontre un peu magique, une rencontre presque spirituelle. Parce que si on ne m'avait pas demandé, en tout cas, de faire une lecture au français à une époque, je ne me serais jamais senti légitime de prendre les textes de Raymond DeVos et de les interpréter, en tout cas dans un seul en scène. Mais comme c'était un hommage à un auteur, il y a eu une rencontre et après les choses se sont faites de façon très naturelle. Par exemple, j'ai eu très facile, ça peut paraître bizarre, mais j'ai eu très facile à apprendre ces mots. Ça me rentrait assez vite dans l'oreille, ça me rentrait dans le cœur et ça sortait un peu tout seul. C'est assez surprenant. Ouais. Et comme j'avais fait plutôt une sélection de textes qui n'étaient pas trop dans le jeu de mots, même s'il y en a quelques-uns, mais plutôt sur l'imaginaire de DeVos, sur ce monde fou, sur justement le voyage dans l'absurde dans lequel il aime conduire le public. Alors, ce qu'il y a de plus, j'allais dire de plus lumineux, mais Dieu sait que pourtant Raymond DeVos l'était sur scène, hein, il irradiait quand même. Bien sûr. C'est que vous ajoutez un peu plus de comédie, un petit peu plus de mime. Je pense notamment au texte sur le narcissisme. Oui. Lorsque le personnage se regarde, se mire ou s'admire dans ses chaussures en train de marcher. Ça, c'est très très drôle, ça. Hein. Oui, c'est-à-dire que lui, Raymond DeVos interprétait son texte plutôt comme une démonstration. Il y avait une espèce de... Il racontait son histoire, il était dans son histoire, mais il ne la visualisait pas pour autant. Et donc, moi, il y a pas mal de textes où j'avais envie justement d'être un personnage et justement d'y apporter un côté visuel. Mais il y a aussi d'autres moments où il y a plus d'intimité. Par exemple, un texte comme Le Clou, où le texte, il y a toujours quelqu'un derrière. On est plutôt dans un moment un peu tragique, où le personnage est seul dans sa folie, et il est dans son univers, il est dans sa bulle. Et justement, dans ces moments-là, j'essayais pas de partir en extravagance et essayer de faire pétiller le texte comme lui le faisait. Ouais. Mais justement de raconter quelque chose de très intime. Alors justement, les deux exemples sont très bons parce qu'on peut davantage, sans doute, mettre un petit peu plus, j'allais dire, de comédie, de mime sur « il y a toujours quelqu'un derrière » que sur Le Clou. C'est très difficile d'apporter le mime, la gestuelle sur un texte comme Le Clou, non ou pas? Mais en fait, les choses, elles viennent naturellement. C'est-à-dire qu'en répétition... il y a des moments où on se dit, tiens, je sens ceci ou je sens cela, j'ai envie de l'interpréter comme ça. Et évidemment, le regard du metteur en scène est important à ce moment-là pour justement diriger l'acteur là où il veut aller. Mais il y a des choses qui se sont faites, mais de façon très naturelle. Je prends par exemple le texte de « Il y a toujours quelqu'un derrière ». Je ne pouvais pas m'imaginer être debout en circulation sur le plateau, être assis dans mon fauteuil, et avoir cette impression que quelqu'un est vraiment derrière moi, c'est venu comme ça. C'est venu d'une façon un peu improvisée. Et dans chaque texte, l'interprétation est venue sur le plateau, durant le travail. Ouais. Après, évidemment, on peaufine, on gomme, on ajoute. Ça fait partie de la mise en scène. Ça fait partie de la mise en scène et du travail. Bien sûr. Et d'avoir un échange vraiment constant avec le metteur en scène par rapport à ce qu'on a envie de donner et ce que lui voit en retour. Ouais. Et voilà, les choses se sont faites de façon assez naturelle. Ouais. Alors, il y a un très beau texte, d'ailleurs, je ne sais pas quel est le titre, mais c'est
C'est un des grands moments du spectacle. Le personnage est au sommet de la Tour Eiffel, ou presque. Le suicide spectaculaire. C'est ça, le suicide spectaculaire. Ouais. Alors, va-t-il tomber? Ne va-t-il pas tomber? Est-ce qu'il va réussir à maintenir son équilibre? Ça, effectivement, vous le faites très très bien avec le corps qui est le vôtre, celui d'un mime. Mais je l'ai senti, moi, je l'ai écouté, je l'ai ressenti comme un texte métaphorique. C'est-à-dire, on est aussi sur le fil de la vie, quoi. Bien sûr. Dangereux et fragile. Bien sûr. Mais vous savez, dans les textes de Raymond DeVos, on prend l'exemple de ce texte-là, mais dans chaque texte, il y a de la métaphore. Dans chaque texte, il y a du fond. Et j'ai l'impression parfois qu'on passe un peu à côté de ça. Parce que c'est un auteur absolument fabuleux, notre Raymond DeVos. Si on prend un texte comme Le Clou, par exemple, si on change le mot clown par clown, et un jour j'étais en train d'enfoncer mon clown, je voulais faire le clown, et quelqu'un m'a dit « Pourquoi tu veux faire ça ?» Ça peut nous raconter notre histoire à chacun en tant qu'artiste, ou même d'autres personnes qui ne le sont pas. Ce côté redondant, on a une envie, et on va jusqu'au bout. Il y a toujours quelqu'un qui va vous dire « Mais pourquoi tu fais ça? Enfin, arrête, tu pourrais plutôt faire ceci ou cela. » Et le fait de persister, et à un moment donné, on peut se retrouver face à un obstacle et les gens abandonnent. Ouais. Donc ça peut raconter ça. Si on prend le texte, évidemment, du suicide spectaculaire, moi je l'ai transposé au fait que pour me faire connaître, c'est une idée de mon agent. Je pense que c'est la folie dans laquelle dans lequel on peut tomber parfois dans le show business. Ouais. Et on le voit dans des magazines, et là, dans des reportages. vous évoquez Patrick Bruel. Là. Oui, Patrick Bruel, parfois c'est Fabrice Lucchini. C'est un peu au goût du jour, en fait. Sûr. Ça dépend un peu du public qu'il y a dans la salle. Et ce que je ressens et ce qui me vient à ce moment-là, je m'octroie quand même de temps en temps des petits moments d'improvisation. Bien sûr, même si on n'a presque pas dans le spectacle. Bien sûr. Et vous voyez un texte comme par exemple Mon chien, c'est mon chien qui parle. Ouais, mon chien, c'est quelqu'un. Ouais. Ça évoque à la fois la solitude, forcément, et la difficulté de communiquer, ce qui est toujours un problème d'actualité. Bien sûr. De communiquer avec personne, et même la difficulté de communiquer avec son chien. Mais il y a tout ça durant tout le spectacle. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs mois en mois. Et c'est tous ces mois-là qui viennent raconter des histoires. La différence, par exemple, sur ce texte-là, c'est que Raymond DeVos, lui, parlait vraiment de son chien. Et nous, ce qui nous a intéressé avec Laurence, c'est justement de travailler l'inverse. C'est-à-dire que c'est le chien qui regarde son maître comme son chien. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, je deviens le chien par l'attitude et par la voix. Et ça renvoie le texte d'une façon très différente. C'est-à-dire que c'est vrai que Raymond DeVos regardait son chien en se disant « il se prend pour quelqu'un ». Et moi, à ce moment-là, c'est le chien qui dit « mon maître se prend pour quelqu'un ». En tout cas, c'est ma lecture personnelle et c'est ce qui se passe dans ma tête à ce moment-là quand je l'interprète. Et évidemment, le fait de terminer ce texte par « arrête, arrête », ce sont des voix, ce sont des personnages. Tout au long du spectacle, il y a plusieurs personnages qui ne sont qu'un seul personnage. Parce que nous-mêmes, dans la vie, on est plusieurs. On n'est pas pareil quand on va chez le médecin, on n'est pas pareil quand on est en interview, on n'est pas pareil quand on se retrouve confronté à des difficultés, en tant que père, en tant que mais en revanche, et vous le montrez très bien à travers le mime, on est tous pareils quand on s'accoude à un bar ou quand on fait du tir à la corde, et ça, vous le montrez très très bien. Ça. Oui, parce que on s'y reconnaît. J'ai cette maîtrise-là, je dis ça avec beaucoup d'humilité, mais c'est vrai que j'ai beaucoup travaillé le corps, comme on dit, bien sûr. pendant très longtemps, et même à la Comédie Française, souvent quand il y avait des rôles qui pouvaient... où il y avait un travail du corps qui était assez important, je faisais souvent partie de la distribution et ça m'amusait beaucoup. Mais j'aime bien l'utiliser, ce corps, mais pas que ça. C'est-à-dire, j'aime quand il est au service du mot, quand il me permet de raconter des choses et d'entrer dans la peau de personnages. Alors, ce qui est sympa avec vous, c'est que vous faites les transitions. C'est que vous parlez du travail du corps, que vous utilisez beaucoup, et quand je suis sorti du théâtre dans la rue, je dis, ça y est, je sais qui je viens de voir, puisque vous êtes habillé tout en noir. Vous me faisiez penser à Yves Montand. C'est drôle, parce que beaucoup de gens... Que moi, j'ai vu sur scène, gamin, je me suis dit, la gestuelle, le corps, la souplesse, l'énergie, l'empathie également, toute cette force qui se déploie, je me suis dit, c'est Yves Montand que je revois sur scène.
Ouais, peut-être parce que aussi il y a toute une génération d'acteurs qui venaient du music-hall. Ce qu'on voit beaucoup moins maintenant. Ça peut encore arriver, mais c'est plutôt rare. Et des gens comme mon temps ont commencé par être fantaisistes, chanteurs, et sont arrivés après au cinéma. Moi, j'ai ce passé aussi, quelque part, de fantaisiste, d'homme de music-hall, et je suis arrivé au théâtre plus tard. Et donc, toutes ces expériences passées, elles font partie de nous, de façon consciente ou inconsciente, mais elles sortent de façon assez spontanée quand elles doivent sortir. Elles sont là en nous. Donc, il y a une espèce d'attitude, il y a une présence sur scène qui est un peu similaire à ces gens du music-hall. La présence sur scène, ça oui, effectivement, on peut pas la nier. Montand répétait toujours ses derniers spectacles juste avant de monter de la scène devant ses proches. Qu'est-ce que vous faites, vous, juste avant de monter sur la scène, lorsque le spectacle est terminé, ce qu'on appelle le filage? Vous le faites devant qui? Devant votre famille, des copains, des amis, des inconnus? Non, en l'occurrence, sur ce spectacle-là, on a travaillé avec Laurence, et puis... évidemment, je suis souvent en répétition, même quand je n'y suis pas. C'est-à-dire que je passe mon temps à répéter de façon même inconsciente. Je suis tout le temps un peu... C'est ça qui est un peu fatigant, d'ailleurs, quand on est imbibé de ce que l'on joue. On est constamment en répétition. Et chaque soir, après la représentation, on se remet en question. On se dit, tiens, ça, je pourrais l'interpréter encore un peu différemment. On va reprendre sur un mot, sur un geste, sur un rythme. Le rythme est très important aussi. Les ruptures. Bien sûr, toutes ces choses-là, ça fait partie du travail journalier. Et il nous suit toute la journée. J'ai un autre spectacle avec lequel je tourne pour l'instant. Dès que je commence à reprendre le texte, je ne peux pas m'empêcher, à certains moments de la journée, d'être dans ce texte-là. Il me sort comme ça dans le métro et ma fille me dit ça, d'ailleurs, souvent de façon assez comique. Elle dit, mais papa, les gens, ils vont penser qu'il te manque une case. Vraiment. Je dis, t'es toujours avec ton personnage imaginaire. Et c'est vrai qu'il y a cet imaginaire qui est toujours présent avec moi. De toute façon, les cinéastes, les chanteurs, les écrivains vivent en permanence avec les personnages dont il est question de l'œuvre sur laquelle ils travaillent, forcément. Et justement, les fous ne sont plus ce qu'ils étaient. J'aime ce texte parce qu'il parle de cette folie-là aussi. C'est-à-dire que les acteurs, les compositeurs, les auteurs, les interprètes, on doit être dans cette folie-là. On ne peut pas jouer au fou. C'est trop facile d'arriver à la télévision et de jouer à quelqu'un. Non, on l'est constamment, on est en recherche constante. On s'informe, on se nourrit, on se cultive. On vit avec ça, ça fait partie de nous. Et c'est vrai qu'il y a parfois, on ressent ça, on se dit, mais ça c'est... Bon, je ne vais pas rentrer dans une polémique et dans la critique de certaines émissions, mais on se dit des fois, parfois, mais on met en avant des choses qu'on ne devrait pas. Il y a tellement de beaux artistes qui sont là, qui souffrent, et qui ont du mal, et on met en avant des absurdités, des conneries, quoi. Merde, il faut dire, il y a des conneries qui passent à la télé, ou que l'on met en avant, et moi je parle de cette folie-là. De Vos, Léo Ferré, Jacques Brel, c'était des gens qui étaient imprégnés de leur folie, de leur imaginaire. Bien sûr. Et ils étaient au service de ça constamment. Eh bien, merci infiniment, Elliot Génico. On ne va pas perdre notre temps, croyez-moi, si on va vous voir au Théâtre de Passy. Je suis désolé, vous avez entendu la voix est un peu enrouée, je me suis chopé un petit rhume. On peut encore dire qu'on a un rhume. Exactement. Sans être dans la Covid. Bien sûr. Les rhumes ne sont plus ce qu'ils étaient. Merci en tout cas de m'avoir reçu, Thierry. Merci beaucoup. Les fous ne sont plus ce qu'ils étaient. Elliot Génico au Théâtre de Passy, c'est au moins jusqu'au 2 janvier. Jusqu'au 2 janvier. Du jeudi au samedi à 21h. Et le dimanche à 18h. Voilà, au Théâtre de Passy, rue de Passy, Paris 16e. Il y a le métro juste à côté, la station muette. On fait 50 mètres et on est dans la salle. La sortie de métro est presque dans le couloir. C'est formidable. C'est pas compliqué. Voilà. Laissez-vous faire, c'est pas facile. Très beau quartier, très beau spectacle. Merci d'être Thierry. venu au Passage des Artistes. Elliot Génico, merci. Retrouvez votre émission Au Passage des Artistes sur Arsène Radio. Arsène Radio, tous les jours, du lundi au vendredi à 19h30. Ne manquez pas vos artistes préférés dans l'émission Au Passage des Artistes sur Arsène Radio. Arsène Radio. Au Passage des Artistes.